Marc-André, bonsoir. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va super bien. En forme? Oui, très bien. Je viens de voir là qu'on est en live uniquement sur Facebook ce soir. On n'est pas en live sur YouTube. J'ai oublié de cliquer sur le petit bouton. Alors, OK. j'espère que je sais pas si j'ose pas trop te taponner là-dessus, là, mais faut Bon, que ben, j'en- nos 28 millions d'auditeurs sur YouTube, on est vraiment désolé. Ouais, voilà. Donc, non, c'est parce que j'avais envoyé le lien justement à des gens qui n'avaient pas Facebook. Donc, bon, on s'excuse à l'avance. Ils le verront en différé, malheureusement. Bon, mais c'est Non. correct, ça. Voilà. Hey, Marc-André, ça va bien? Ben, ça va pas pire. Grosse semaine? Grosse Grosse- semaine. ça serait des enfants qui se répètent à toutes les 2 semaines, à chaque fois qu'on se parle. C'est assez fou, hein? Exactement, exactement. Mais on repart ça demain. On repart ça demain. Oui, Mais là, Pâques, c'est la semaine prochaine, là. oui, Deux exactement. semaines de 4 jours? 4 jours. 2 semaines de 4 jours. Moi, je pense plus aux 4 jours qu'aux 2 semaines de 4 jours. Les 4 jours de congé que les 4 jours fois deux. Mais ça va, non, ça va faire du bien. Le monde dans les écoles sont fatigués. Ouais, hein? Ah oui, c'est exigeant présentement, mais c'est correct. Tu sais, on parle souvent des travailleurs de front dans le milieu de la santé, La santé? mais je pense qu'il y a des travailleurs de front dans le milieu de l'éducation pas mal. Clairement, clairement. Puis on les oublie de temps en temps. Mais je pense qu'on oublie pas mal toute la hiérarchie, hein? Les directions. Ben, toi, tu es directeur d'école, vous recevez de l'information que vous n'avez jamais reçue dans une semaine, dans une journée, dans une heure. Et Je que pense que tout vous. le monde est comme ça, les, C'est les ça? profs aussi, puis les parents. Les parents, ils en reçoivent des messages ces temps-ci. Oui, hein, ça devient, Depuis le début de l'année, là, hey boy, ouais. comme on dit, trop, c'est comme passé, hein? Ouais, Aussi, mais on à un est à moment l'ère donné. de l'information, ben, avec tout ce qui se passe, puis tout ce qui change, puis tout ce qui s'adapte, puis ce qui se fait, puis qui se défait, parce que le virus évolue, fait que faut que Ouais. les milieux réagissent, alors ça prend de l'information. Mais tu sais, contrairement à ce qu'on entend parler, moi je trouve que ça va quand même assez bien, là. Somme toute, Somme toute, ouais. ça va quand même assez bien. Ouais. Hey, des petits messages comme d'habitude oui, ça sera pas long, je vais finir par le dire, en début d'émission. Donc, c'est ça, c'est dimanche soir là. Écoute, la petite pause, ça a fonctionné super bien la semaine passée. J'ai eu des bons commentaires et tout ça. Donc, demain, la petite pause, puis je vous pose comme question. C'est à partir de 12h20, c'est sur Facebook et sur YouTube. Cette fois-là, je ne l'oublierai pas. Donc, demain, je demande aux gens s'ils sont efficaces. Puis je leur présente ce qu'on appelle la matrice d'Eisenhower. Alors, Eisenhower, il a déjà dit ce qui est urgent est rarement important et ce qui est important est rarement urgent. Et là, il y en a qui ont fait une matrice avec ça, donc j'en parle demain. Ça, c'est première chose. Évidemment, il faut s'abonner à l'infolette. Je ne suis pas tannant dans l'infolette, j'en envoie une. Oups! Ferme ton micro, Marc-André. On entend ton ami Jappé. Alors, on a l'infolettre. Je ne suis pas tannant dans l'infolettre, oubliez ça. Là, c'est une fois par semaine. Puis, je vous dis des belles affaires. Et mesdames et messieurs, ils sont arrivés, les super T-shirts. D'ailleurs, je le porte présentement. Alors, aujourd'hui, prépare-toi. On va finir par dire aujourd'hui, prépare-toi, je risque de te dire non. Des fois, ça aide un peu là, de porter un T-shirt de même pour ceux et celles qui ont de la misère à faire passer le message, là. Donc, voilà, ils sont en vente sur ludoka.ca. Boutique, voilà, Marc-André, ce sont les petites annonces de début, là, comme on fait d'habitude. Pour ceux et celles qui nous regardent, n'oubliez pas que vous pouvez commenter. Dès que vous commentez, moi, je les reçois. Et je peux passer votre commentaire là, selon les invités qu'on a aujourd'hui. Parlant d'invités, on va parler leadership féminin aujourd'hui. Ouais, c'est super. Je trouve ça original, puis effectivement, c'est quelque chose qu'on parle pas assez. Il y a peut-être 3 ou 4 ans, j'ai eu la chance, là, avec Marie-André, de participer à une conférence sur le leadership féminin à Banff. Puis c'est quelque chose de vraiment intéressant. Marie-André a des belles choses à dire là-dessus. Bon, donc on va la rencontrer tantôt. On va Oui. rencontrer aussi Jean-François Arguin, qui est un prof de physique à l'UDM, qui va nous parler aussi d'un beau projet. Oui, mais est-ce qu'on va sortir de ma zone de confort solide parce que mes cours de physique datent de secondaire 4 et puis c'est pas un milieu dans lequel je suis très très familier. Je suis un gars de sciences humaines, hein? Mais non, non, j'ai vraiment hâte d'entendre parler de ça. Hey, c'est pas n'importe qui, là. Je peux te dire, il y a du talent dans ta famille. Non, mais attends, non, mais il y a Jean-François qui est prof de physique. Puis il y a Louis-Pierre, son frère, qui est allé étudier à Princeton, puis qui est prof de maths. OK.
Ouais, l'autre fois, il faisait des Non. maths à côté de moi, puis je fais comme, jure-moi que tu fais n'importe quoi, là. Tu fais n'importe quoi pour m'impressionner, là. Jure-moi que c'est rien ce que tu écris les lettres et les chiffres un par-dessus l'autre. C'est vraiment un beau dessin que tu es en train de faire. Il est parti Ouais, à ça me fait rire. penser au film Beautiful Mind. Tu te souviens, tous les calculs qui Ben, passaient devant lui, là? d'ailleurs, Louis-Pierre a rencontré, ben, il a croisé M. Nash avant que M. Ah Nash oui? décède d'un. C'est tellement niaiseux, ça, hein. Il est mort d'un accident de voiture, ce monsieur-là. Ah oui? Oui, John Nash. Donc, voilà. Alors, donc, on parle, et là, on va parler en première entrevue, première invitée. Ah, je la vois respirer, là. Bon Dieu, je pense qu'elle est nerveuse un peu, mais toute cute, vous allez voir, c'est une belle entrepreneuse et elle vient des Îles de la Madeleine. Alors, je vous présente Laure Lou dans quelques instants. On se voit tantôt, Marc-André. Bonjour, Laure Lou. Ah, faut que, ouais. Allô? Hey, elle est habituée, hein? On ouvre les micros, ferme les micros. Non, mais tu sais, toi, à distance, t'es rendu bonne, hein? Mais Laure-Lou, t'es une entrepreneuse. Écoute, là, tu fais des bracelets. Oui. Ça vient d'où cette histoire-là de faire des bracelets? Ben, c'est ma grand-mère qui faisait elle aussi des bracelets de diffusion. Puis ben, quand j'allais chez elle, ben, je voyais son travail, ce qu'elle faisait. Puis ben, ça m'a donné le goût, moi aussi, de commencer à faire mes créations. Puis ben, ça a donné mon entreprise. OK, maintenant, un petit peu, là, tu as parlé de bracelets de diffusion. C'est des bracelets qui diffusent le Wi-Fi? Non, Non. c'est Ça- non, c'est des bracelets qu'on peut mettre une huile essentielle dessus. Mhm. Puis l'odeur nous accompagne. On peut sentir notre bracelet. Puis ça Ça- sent bon. et ça peut nous calmer, Ouais. dépendant selon l'huile que tu utilises. C'est bien ça. OK. Donc là, écoute, tu as une entreprise, tu es sur Etsy, hein, qui est un site Internet, en fait, qui est une plateforme pour les entrepreneurs comme toi. Puis je pense que cette plateforme-là, elle est seulement pour ceux et celles qui font des choses à la main. Est-ce que je me trompe? Non, non, je pense pas. Ben, je pense que, ouais, je Non, je me pense que c'est trompe ça. pas ou non, c'est. Oui, je pense. Non, tu te trompes pas. OK, c'est bon. Donc, ça s'appelle l'ENA de la mer, bracelet de diffusion. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as appelé ça l'ENA? Ben, c'est parce que j'ai 3 sœurs. Une qui s'appelle Elodie, donc pour le E. Une qui s'appelle Noah-Jeanne pour le N. Puis une qui s'appelle Alice. Donc, Ah! Léna. Léna, ça part de là, ça. Et là, Ouais. écoute, je vois des belles couleurs. C'est magnifique ce que tu fais, Laure-Lou. C'est vraiment incroyable. Peux-tu me dire où est-ce que tu prends ton inspiration? Ben, j'ai pas d'inspiration précise, mais souvent, genre, je la prends dans les choses qui m'entourent ou dans, dans les... De temps en temps, là, tu, Ouais, tu vois des choses, puis tu fais, oh, cette couleur-là, avec cette couleur-là, ouais, avec c'est cette ça. huile-là, ça fait quelque chose. Ouais. C'est ça. Hey, il y a quelque chose qui m'intrigue parce que là, comme tu as pu voir, là, je vends des t-shirts. Puis là, il y a quelque chose qui m'intrigue vraiment beaucoup quand j'ai regardé ton site. C'est écrit livraison gratuite, mais comment tu peux faire pour que les gens, c'est quoi, les gens ne paient pas la livraison? Non. Comment tu fais ça? Parce que, Ben, parce que, c'est... parce que moi, je le sais, là, combien ça coûte envoyer quelque chose. Tu comprends? Ouais. Comment tu fais pour pas que ça me coûte rien comme client? Est-ce que c'est déjà inclus dans la plateforme? Non, mais euh, C'est une bonne question, hein? genre, vu que genre, je mets... C'est comme déjà inclus dans le bracelet. C'est... Ah, c'est ça, c'est inclus dans le prix. Oh, wow, OK, cool, super. Écoute, alors Lou, tu sais, là, t'es parti avec les bracelets comme ça. Bon, tu as une idée, tu as vu ta grand-mère faire des bracelets. Là, tu dis, ah, mais pourquoi pas moi? Qui a décidé de mettre ça sur Etsy? Ma mère. Ah, ah, ta mère a dit peut-être que tu pourrais vendre des choses. Toi, Ouais.
Non, mais toi, qu'est-ce que ça te disait au début? Ça te tentait-tu ou tu fais comme, bah, peut-être pas là? Donc, moi, j'ai embarqué dans le projet. Embarqué dans le projet. Ouais. Puis, et comment ça fonctionne? Est-ce que tu fais des demandes spéciales ou tu fais les bracelets selon ton humeur et selon ton inspiration, tu les mets là-dessus, puis on vend ce qu'il y a là, c'est ça? Ça dépend. Je fais des demandes spéciales. Je fais un peu de tout. Tu fais un peu de Mais tout? mais j'ai fait surtout à l'avance, puis après, j'ai mis sur mon site. OK. Puis là, qui prend les photos? Parce qu'elles sont belles en ciboulette, les photos. Tu sais que faire un site comme ça, non, mais c'est un art parce que si on prend pas bien la photo, on voit pas bien les couleurs, on voit pas bien les formes. Qui Ouais, prend les photos? C'est toi qui prends les photos aussi? ouais, Tu fais tout. beaucoup. Wow! Puis quand est-ce que tu trouves le temps de faire ça? Est-ce que dans ta semaine, c'est écrit Léna de la mer, là, ou c'est comme quand tu le sens, quand tu y penses? C'est pas mal dans mes temps libres quand ça me tente. OK. Là, tu sais, je veux dire, là, tu as appris à faire un bracelet. Prenons-en un. Tu le mets sur Internet, tu le Mhm, vends, tu fais des sous. mhm. Normalement, tu fais des sous avec tes bracelets, parce que si tu fais pas des sous, je vais parler à ta Ouais. mère là, après. Là. Il y a quelque chose qui marche pas. On s'entend là-dessus. Bon. OK. Mais là, est-ce que toi, c'est quelque chose qui te tente de faire plus tard? Est-ce que tu penses que plus tard, tu vas devenir une entrepreneuse comme ça, puis que tu vas avoir une boutique aux îles, puis après ça, une boutique à Québec, dans le Vieux-Québec, puis est-ce que je vais peut-être un peu trop loin, là, t'as quel âge, t'es en secondaire 1, là, tu sais, je veux dire. Mais est-ce que ça pourrait te tenter, une histoire de même? Ouais, ouais. Je pense que ce serait vraiment le fun. Puis est-ce que tu veux t'arrêter au bracelet ou à un moment donné, tu as le goût d'explorer Euh, d'autres choses? Ça dépendra de. J'imagine que je vais avoir le goût de faire d'autres choses aussi, là. Mais OK. pour l'instant, j'aime bien faire des bracelets. Attends un petit peu, là, il y a quelqu'un qui pose une question. Qui t'aide à choisir les huiles? Ma mère. Ah, c'est ta mère qui t'aide à choisir les huiles. Donc, ta mère, là, ce qu'elle fait, c'est ben, ce que vous faites ensemble, en fait, parce que c'est un travail d'équipe. Ouais, Tu regardes le bracelet puis tu dis quelle huile qui pourrait bien aller avec ça. ouais, dans le fond. Ça ressemble à ça? Puis, quelle sorte d'huile que tu nous offres? Euh, Surtout des huiles qui peuvent être bonnes pour l'humeur, nous donner de la motivation, comme des agrumes ou des choses comme ça. OK. Donc, on prend notre. Tu sais, c'est pour relaxer, travailler l'humeur. Ça veut dire que quand on est bougon, on pourrait acheter 3-4 de tes bracelets, puis on serait moins bougon. Hey, écoute, Laure-Lou, Marc-André va nous rejoindre. Il y a peut-être des questions pour toi. As-tu des questions, là, Marc-André? On n'entend pas ton micro, ton micro, ton micro. Bon, je me suis fait Voilà. prendre. Ouais. Donc, pour empêcher Pierre d'être bougon, là, envoie-y une coupe de bracelet. C'est une blague, Pierre. Moi, ma question, là, c'est depuis quand tu fais ça? Depuis 2 ans et demi. 2 ans et demi. Fait que c'est pas une petite idée de la COVID, là. Tu faisais ça bien avant. Ouais. Ouais, ok, ok. L'autre question que j'ai pour toi aussi, toi, tu t'occupes de les faire, tu nous l'as dit, mais qui gère l'entreprise? Là, on a compris que tu faisais les photos. Je sais pas si c'est toi qui as fait le site web aussi. Mais qui gère, admettons, les sous, là? Les paiements sont faits? Est-ce que tu dois faire un rapport d'impôt, etc.? Parce que est-ce que c'est des choses que tu dois faire? Non, c'est vraiment les, les bracelets sont achetés sur le site. L'argent est comme envoyé à ma mère, mais c'est ma mère qui me le donne après. Genre. OK. OK, je comprends. Puis, fait que toute la question de la comptabilité, c'est maman qui fait ça. Ouais. OK. Puis, ça te prend combien de temps faire un bracelet? Ça prend quand même beaucoup de temps, mais pas juste pour l'enfiler avec les pierres et tout, parce que faut penser au modèle qu'on veut créer. Mhm. Ouais. Puis c'est à peu près l'étape qui prend le plus de temps. Puis après, tu peux
commencer à le matérialiser. Puis à la fin, ben, il faut aussi que tu le mettes sur le site puis que tu fasses les publications Facebook. Fait que ça prend quand même un peu pire temps. OK, fait que là, tu t'es fait un modèle, savoir quelle couleur, admettons, le bracelet, un tel, tu sais, qui est fait, admettons, de 3 pierres bleues, après ça, 2 pierres blanches, etc. Ou des baies, plutôt, c'est des baies? C'est du plastique? Ouais, non, c'est des pierres semi-précieuses. Des pierres semi-précieuses. Right, c'est cool. Ben, félicitations, c'est le fun de voir ça. Là, t'es en quelle année? En secondaire 1. Secondaire 1, fait que dans 5 ans, tu vas avoir un cours d'éducation financière, ça va t'aider à te préparer aussi, puis à t'aider dans ton, dans ton cheminement entrepreneurial. Bravo, c'est le fun de voir ça. Félicitations. Merci. Cours d'ailleurs qui vient un peu trop tard. On a, je pense que ça fait partie de ta famille, ça, là, Liliane Bilodeau. C'est-tu quelqu'un que tu connais? Oui. Oui, elle a demandé est-ce que tu as déjà fait des salons? Oui. Tu as déjà fait des salons? Oui, je suis déjà allée dans un salon à Fermont. Puis, je vendais mes bracelets toute la journée. Puis, c'était vraiment le fun. Oui, À Fermont. Fermont. Ça. En partant des îles de Madeleine? Non, avant, je vivais là-bas, c'est pour ça. OK. Avant, tu vivais à Fermont? Oui. Dans le fameux mur? Non, mais presque. Ah oui? Regarde, on a encore une question pour toi. Tu es vraiment populaire en passant sur les. Là, je l'ai ajouté sur YouTube. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Est-ce seulement une vente web ou tu vends aux îles aussi? Je vends aux îles aussi. Oui, je vends partout. Oh, attends un peu. Tu vends partout? Tu vends où partout? International, on aime ça. Non, mais genre, vu que je vends sur mon site web, je peux vendre pas mal partout parce que tout le monde peut l'acheter. Ah oui, mais. Ton client qui vient du plus loin, là, c'est où? En Grande-Bretagne. Ah ouais, nice. Ouais. My God! Wow, on l'aime beaucoup, lui. Ou elle, on ne sait pas. Hey, Laure-Lou, je vais te souhaiter encore. Merci d'être venu ce soir. C'est vraiment génial. Tu es une artiste incroyable. Bravo, lâche pas. J'espère que ton passage à l'émission va t'aider aussi à en vendre un petit peu. Puis nous autres, on va faire de la publicité en plus là, avec les liens de ton site Etsy là, pour que tu puisses en vendre un peu plus. Là. Puis écoute, je te souhaite de continuer ton excellent travail. Lâche pas, ma belle, puis on va se revoir, j'imagine, à un moment donné. Attention à toi. Merci. Bye bye. Ciao, à la prochaine. Bye. Bye. My God, je te dis, Marc-André, on s'est pas trompé depuis le début en invitant un jeune. Non, c'est effectivement, ça ajoute un petit quelque chose. Ça ajoute un petit quelque chose. Et en passant, on a oublié de dire qu'on avait un sondage ce soir. Et j'ai complètement oublié de le dire, là, vraiment. Là. Donc, d'après vous, valorise-t-on suffisamment le leadership féminin à l'école? Donc, la réponse, c'est oui ou c'est non. Donc, il n'y a pas trop de choix dans ça. Là. Donc, d'après vous, et puis je verrai plus tard, on verra plus tard les réponses ensemble. Donc, le code sur menti.com, c'est 1679. 1643. Allez voter maintenant, tout le monde. Alors, merci beaucoup à Marie-Lou. Alors, Lou, c'est vraiment, vraiment génial. Et puis, après ceci, je rencontre Marie-André Croteau. Puis, Marc-André, tu viens nous rejoindre tantôt. À tantôt. Marie-André Croteau, bonsoir. Bonsoir, Pierre. Ça va bien? Ma petite toune, doum, ça va super bien, toi. Hey, tu répondrais-tu oui ou non à notre question, Pierre, à notre question de sondage ce soir? Ben, je trouve ça très noir ou blanc. Je pourrais pas dire oui, je pourrais pas dire non. Ça dépend. Ça dépend où, ça dépend quand. Il y a toujours place à en faire plus, selon moi, par contre. De façon générale. Ben, je pense pas qu'il y ait suffisamment de place donnée, mais on pourra en reparler avec les résultats d'une journée bien spéciale que j'ai vécue avec une centaine de personnes il y a 1 an et demi, environ 2 ans. Parle-moi-en donc de ça. C'était une journée. Il y avait
il y avait, comment on appelle ça, Ignite, une session Ignite. Oui, Une session ben, Ignite, oui. Un Pecha Kucha. C'est ça. Peux-tu expliquer à ceux et celles qui ne connaissent pas les sessions Ignite, c'est quoi une session Ignite? Ben, en fait, pour faire un résumé très rapide, c'est une occasion de dire très rapidement un ensemble d'idées. Là, je me souviens plus du temps exact à ce moment-là. Je pense que c'était 15 diapos de 15 secondes chacune, quelque chose comme ça, où on devait exprimer une intention, un sujet. Et je crois que tu y as déjà participé aussi, si je ne me trompe pas. Ah non, mais moi, ça n'a pas été. Non, mais sérieusement, tu sais, quand tu regardes ta carrière, là, que tu veux effacer des moments, là, lui, c'en était un. Là. J'en ai fait OK, je ne l'effacerai pas, moi, celui-là. J'en ai fait quelques-uns, mais celui-là, au sommet du numérique, c'est un moment où j'exposais qu'on réalise que le numérique transforme la société entière et qu'on manque de femmes dans certains domaines pour ces transformations-là. Et puis, j'amenais une hypothèse qui nous a été proposée par une chercheure, Madame Delvillard, qui disait que peut-être c'est parce que les femmes se sentent moins habiles à prendre des risques, qu'elles ont besoin de sentir qu'elles ont tout le contrôle avant de foncer. Et on est parti... mais ça, avoir tout le contrôle avant de faire quelque chose, c'est intense, là. C'est pas évident, effectivement. Puis on le remarque dans nos écoles aussi, les filles sont généralement plus perfectionnistes. Alors, je me suis intéressée à ça en posant la question, à l'école, est-ce qu'on fait ce qu'il faut pour développer ce leadership féminin-là que ça nous prend pour avoir des femmes dans des domaines très précis qui touchent le numérique, mais plein d'autres domaines aussi. Et puis, l'invitation a été lancée et on a vécu en novembre 2018, si je ne me trompe pas, une journée de réflexion avec une centaine de leaders dans le domaine de l'éducation où on s'est posé quelques questions, on est arrivé à des constats, puis à des pistes aussi pour aller un petit peu plus loin, des recommandations. Est-ce que tu veux que je t'en parle? Bien sûr, oui. Mais moi, je te laissais. Écoute, moi, t'es l'invité idéal. Hein? J'ai starté quelque chose, t'es parti. Vas-y, ma grande, laisse-toi aller. Ouais, il y a bien des sujets qui me passionnent et quand je parle là-dessus, c'est pas compliqué. Vas-y, laisse-toi aller. En fait, là, il y avait deux questions principales qu'on s'est posées là, dans cette journée-là. Est-ce qu'on est leader ou est-ce qu'on peut le devenir? OK. Et avec tous les experts qui étaient présents, puis tous les penseurs aussi, on a déterminé que ça se développe. En fait, le leadership, ça se développe au fil d'opportunités qu'on donne aux filles dans ce cas-ci, au contexte aussi favorable à l'éclosion. Donc, il faut placer un certain contexte pour faire grandir ce leadership-là, à la confiance aussi qui va se développer pour les filles dans nos écoles. Puis, c'est avec des petites réussites qu'on y arrive. C'est comme l'apprentissage, c'est le même principe. Et la deuxième grande question, c'était est-ce qu'on peut y contribuer? On espère bien que oui, effectivement. L'école peut y contribuer. Et c'est là que ma réponse à ta question de tantôt était si nuancée. Ce qu'on a ressorti, c'est que on pense qu'en offrant des occasions de s'affirmer aux filles, de faire des choix aussi, ça peut contribuer au développement de ce leadership-là, en donnant de la latitude au projet aussi. Tu sais, on s'entend, là, je fais une petite parenthèse, là, j'ai rien contre le leadership masculin, là, c'est important aussi. Mais on a besoin de femmes, donc on s'est penché sur comment aller chercher ces femmes-là qui, des fois, ont besoin d'aide pour foncer un petit peu plus. Non, mais c'est pas parce qu'on est pour quelque chose qu'on est contre autre chose. Exact. Puis aussi en mettant en lumière des modèles féminins, en encourageant la prise de risque. Puis je vous donne un bel exemple qui est en branle présentement, Polytechnique, qui, on sait, travaille avec des femmes et tout ça, mais il n'y en a pas tant. Et puis là, elles ont démarré le projet Génie L pour montrer des leaders féminins, pour avoir des mentors féminins dans le domaine des sciences. C'est vraiment génial. Puis ça, c'est un exemple parmi tant d'autres qui se développent petit à petit. Mais Marie-André, tu parlais tantôt que le leadership, tu sais, que les filles, entre autres, les femmes, attendaient, je vais dire ça de même, là, puis tu me diras si j'ai peut-être pas les bons mots, là, mais attendaient d'avoir le contrôle avant de se lancer. Mais les leaders féminins qu'on connaît,
ils n'ont pas tout attendu de contrôler tout, là. On parle des Mylène Paquette, par exemple. On parle... ils n'ont pas attendu. C'est quoi? C'est des... Ben, C'est les exceptions qui confirment la règle ou quoi? C'est pas nécessairement des exceptions, mais je pense que c'est là qu'il faut aller. Il faut plonger, il faut se sentir à l'aise de sauter. Des fois, pas nécessairement dans le vide, mais prendre des initiatives. Comme Laure Lou, tantôt, elle a plongé là-dedans, puis elle disait, c'est quoi mes inspirations? Je sais pas trop, mais elle fonce. Elle fonce là-dedans, elle connaît pas tout des finances, elle sait qu'elle a des gens pour l'appuyer, elle va de l'avant. Dans le fond, Laure Lou, je sais pas si tu nous écoutes encore, mais t'es un beau modèle de leadership féminin. Clairement, Il faut poursuivre là-dedans. Puis nous, en tant qu'école, c'est d'aller inspirer ça, proposer des occasions, rassembler les filles pour faire en sorte qu'elles prennent confiance en elles aussi, leur donner des possibilités de grandir là-dedans. On parlait beaucoup de safe space, d'endroits où on peut faire en sorte que les filles se sentent bien, pas trop jugées, puis qu'elles puissent plonger dans tout ça. Mais Marie-André, on dit souvent que l'école, le modèle de l'école est fait pour les filles. On entend parler de ça beaucoup, là, mais clairement, pas à tous les points de vue. Non. Justement, les filles qui veulent, pas contrôler, mais bien comprendre avant de se lancer. Donc, souvent, c'est des grosses généralités, là, mais souvent, les filles vont être plus, étudier plus régulièrement, ont besoin de sentir qu'elles sont prêtes avant de vivre une évaluation. C'est ça, le modèle actuel de l'école, qu'on essaie de changer aussi, là. Ça, c'est une autre histoire, mais elles fit. Elles vont bien dans ce parcours-là qui demande d'aller étape par étape, de construire petit à petit. Mais dans le fond, ce qu'on souhaite, c'est aussi qu'elles soient en mesure de mettre un pied là où elles n'auraient pas osé, de prendre des risques. Puis c'est ça qu'on veut voir, d'exploiter des passions, le petit à côté. Mais en fait, Marie-André, l'idée de prendre des risques fait souvent appel à faire des erreurs. Parce que, tu sais, quand on prend un risque, comme là, Laure Lou, par exemple, elle vend des bracelets, elle aurait pu juste en vendre un à sa famille. On s'entend là-dessus? Non, mais clairement, là, tu sais, je veux dire, elle a pris un risque, puis bon, son risque était un peu calculé, là. Le temps de faire le bracelet, acheter les pierres, bon, on ne parle pas de millions de dollars, là, mais la relation avec l'erreur, on a un peu de misère avec ça, non? On a de la misère, mais je pense qu'il faut être capable de vivre dans l'ambiguïté, puis dans ne pas toujours savoir ce qui s'en vient exactement. Quand je parlais de passion tantôt, je pense que c'est important. Et j'irais jusqu'au mot mouvement. Oui, tu t'enlignes par là, toi, là, hein? Tu t'enlignes avec ça ici, là, hein? Non, mais sérieusement, je peux t'inviter à toutes les semaines, là, puis tu pars, hein, toi, là. J'aime ça, j'adore ça. Mais écoute, non, c'est ça, regarde, c'est modèle. Qu'est-ce que ça veut dire, modèle? Suite à cet événement-là qu'on a vécu, on a démarré là, avec quelques personnes le modèle féminin, c'est-à-dire le mouvement pour le développement du leadership féminin. Et c'est arrivé à un mauvais moment parce qu'on l'a démarré avec la Journée internationale des femmes le 8 mars l'année dernière. Puis si on se souvient bien, ça coïncide avec le début de la pandémie. Donc, le mouvement n'a pas été très fort, mais on a quand même essayé de tenir le coup. Clairement. Le plus possible. On continue de publier, mais disons qu'on fait profil bas pour l'instant pour mieux revenir. Dans le fond, ce qu'on souhaite, c'est que les gens se manifestent, nous démontrent ce qu'ils font dans leurs écoles pour développer le leadership féminin. Il y a plein d'exemples qui ne se retrouvent pas nécessairement sur la page Facebook, mais qui se vivent. Et on essaie aussi, à travers ça, de montrer des modèles. Comme là, on a vu un petit peu la page là, dernièrement. On a ce beau modèle qui pilote un robot sur la planète Mars, n'est-ce pas? Ben oui, clairement. Tout ça, c'est plein de beaux modèles qu'on souhaite divulguer, des bonnes idées aussi qu'on souhaite apporter. Et tranquillement, quand la pandémie pourra se tasser, on pourra faire des annonces peut-être un petit peu plus intéressantes pour un événement qui prendra ses racines dans les constats qu'on a faits il y a maintenant 2 ans et qu'on pourra avancer. On souhaite bâtir là-dessus pour aller un petit peu plus loin.
On avait déjà approché quelques spécialistes, quelques grands leaders féminins. Donc, on va voir si elles sont toujours de la partie pour ce prochain événement-là. Je peux pas vous donner de date parce qu'on attend. On attend. Hey, il y a Marie-Claude Dion, elle a une bonne question. Est-ce un problème que les femmes prennent davantage le temps justement pour analyser la situation? Est-ce qu'ils finissent par se lancer ou non? Ça dépend lesquelles. Ça dépend lesquelles. Si on fait juste regarder, par exemple, le nombre de femmes qui étudient en sciences, qui ont des hauts niveaux en sciences, elles sont peu nombreuses, mais le niveau atteint est plus grand. Par contre, on ne va pas nécessairement en parler autant que les hommes. Est-ce qu'elles se lancent? Elles y sont, elles suivent leur trajet, leurs intérêts, mais après, est-ce qu'elles vont aller faire le petit pas de côté pour innover, pour aller plus loin? Pas toujours. Elles vont être, je pense... Est-ce qu'ils sont un peu plus low profile, peut-être? Permets-moi l'expression, là. Ils sont un peu plus profil bas, là. Ils n'iront pas dire « Regardez ce que j'ai fait » et tout ça, là. Exact. Généralement, oui. Ce qui ne veut pas dire qu'elles ne sont pas aussi extraordinaires et même plus dans plusieurs cas. Clairement. Dans ce premier Pecha-Kucha-là, justement, je montrais quelques modèles qui sont à la base, de la NASA, entre autres. Il y a eu un film là-dessus aussi. Oui. Les premières qui ont fait les calculs, qui ont préparé les lancers, le premier grand ordinateur. C'est souvent des femmes qui sont derrière et on ne le sait pas. Donc, c'est de le mettre de l'avant pour encourager les femmes à aller dans ces domaines, disons, moins féminins-là. Moi-même, j'ai étudié en physique, puis je suis sûre, Pierre, que tu te doutes que les filles n'étaient pas très nombreuses dans mes classes. Là. C'était sûrement que le pourcentage de femmes était le même que le pourcentage d'hommes en enseignement pour moi. Probablement. On ne fait pas beaucoup, on va dire. Effectivement. Puis je me souviens d'un prof, entre autres, quand on rentrait là, la première fois dans son cours, je pense que c'était électromagnétisme. Quand on entrait, il dit bonjour, bonjour, bonjour. Puis là, quand nous, on était 3 filles dans mon groupe, quand on entrait, êtes-vous sûr que vous êtes au bon endroit? Ça va? Non, pas vrai. Oui. Puis là, on se donnait le mot pour poser les meilleures questions possibles. Mais là, ça va à l'encontre de ce que notre troisième invité va nous dire, parce que lui, c'est tout le contraire. Il veut ouvrir les portes. Lui, quand il voit des femmes en physique, en sciences, il capote sa vie. Là. Il en perd ses cheveux, d'ailleurs. Non, c'est une blague, c'est mon cousin, là, je me permets. Mais comme je le connais, ça va revenir tantôt. Hey, Marie-André, écoute, dernière question, je te laisse 30 secondes pour répondre. Au quotidien, qu'est-ce qu'on peut faire pour le leadership au féminin dans une école, dans une classe, dans le système d'éducation générale? Je dirais que, soutenir les projets que les filles nous présentent, mais aller les chercher à la base, c'est ce qui manque des fois. Donc, proposer des projets qui ont des impacts concrets, qui touchent les filles, les rassembler si on est capable pour leur permettre de découvrir puis d'exploiter leur passion, les mettre en valeur dans leur force, puis encourager la prise de risque. L'encourager, c'est comme encourager l'erreur aussi. On sait qu'on apprend d'erreurs, mais d'encourager le fait que tout n'est pas toujours parfait, tout n'est pas prévu au quart de tour. Il faut être capable d'avancer, mettre un pied en avant pour découvrir des nouvelles choses aussi. Clairement. Tout comme cette émission-là, d'ailleurs, j'ai pas attendu de savoir que ça allait fonctionner pour la partir. Parce que si j'avais attendu, on ne l'aura jamais. Hey, Marie-André, je ne sais pas si Marc-André a des questions complémentaires. Moi, j'ai juste une question. On est allé ensemble à YouLead 2 fois, si ma mémoire est bonne. Puis, il me semble qu'aux deux moments, tu as assisté à des ateliers justement qui étaient organisés par une Britannique, une Ontarienne, sur un mouvement qui s'appelle Women Ed. J'aimerais ça que tu nous en parles. Oui, j'ai eu la chance de rencontrer Carol Campbell, une Ontarienne, et là, le nom de la Britannique m'échappe mal. Il me semble Anna, oui, Wilson. Qui était une directrice d'école. Women Ed, c'est un mouvement pour les femmes en éducation, mais les femmes haut placées en éducation, les directrices,
pour voir comment on peut valoriser justement cette profession-là puis les soutenir. C'était pas nécessairement dans tous les domaines, c'était vraiment là, en éducation, mais on parlait de faire éclater le plafond de verre, on parlait d'aller motiver les gens. On sait qu'il y a beaucoup de femmes en éducation, mais encore une fois, c'est peut-être moins le cas au Québec, mais il y a moins de femmes en direction en éducation. Encore une fois, Pierre, tu disais tantôt, quand j'ai fait mes études, j'étais entourée de filles. Puis après, dans les écoles, il y avait combien de directeurs ou directrices qui étaient des femmes en proportion? Moi, j'en ai eu une solide dans mes stages, par exemple. Oh là 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 là! Non, mais sérieusement, c'était la directrice. J'en ai eu d'autres, là, évidemment, là, mais la directrice, là, tu sais, que, ouf, oh là là, non, ça, je me souviens de ça, c'était quelque chose. Mais c'était parfait, là, tu sais, elle disait les vraies affaires. Puis, je pense que de temps en temps, en éducation, on a de la misère un peu à aller dire les vraies affaires, de peur de heurter des choses, des personnes, mais elle, ça passait pas par quatre chemins, là, c'était... c'est ça que je demande et c'est ça que je veux et c'est ça qu'il y aura, tu sais. Pas trop le choix. Ouais, qui est peut-être pas mon style de direction à moi, mais... Non, mais elle était directive, mais très, mais toutes les qualités qui viennent avec ça aussi, là, tu sais, elle était très à l'écoute, était la porte toujours ouverte, tu sais, t'avais ça, mais en même temps, écoute, il y avait un cadre, puis on fitait dedans, là, puis quand on avait des projets à nous laisser aller, non, c'était vraiment génial. Mais comme tu dis, oui, c'est vrai, il n'y en a pas des tonnes. Il n'y en a pas des tonnes. Puis en proportion, ben, tu sais, par rapport aux enseignantes, ben, la proportion ne se poursuit pas dans les postes de direction. Fait que c'est un exemple encore parmi tant d'autres où les femmes sont moins représentées. C'est sûr qu'au Québec, on est chanceux, là. Les femmes sont très présentes. On en voit des grandes figures féminines. Mais encore dans le domaine des sciences, du numérique, intelligence artificielle, tout ça, ben, on en a moins. Ce qui ne veut pas dire qu'elles ne sont pas bonnes, mais le point de départ, c'était le numérique, ça change la société entière. Présentement, il y en a partout, même des domaines qu'on ne voit pas. Ça refond toute notre culture, tout notre fonctionnement. Donc, il faut qu'il puisse y avoir des hommes et des femmes aussi. Donc, pour ça, ben, ça leur prend des modèles pour souhaiter y aller. Marie-André, pour suivre ton projet, c'est modèle, c'est le nom, modèle féminin, en fait. Oui. Donc, c'est ça, c'est une page Facebook. Donc, vous pouvez aller liker la page, aimer la page, pour suivre, en fait, vos activités, puis tout ce qui va se tramer dans l'après. Ben, je pense qu'on peut commencer à travailler un petit peu tranquillement, pas vite sur des petits projets là. En étant positif, là, on va s'en sortir. Je souhaiterais que dans un an, on se reparle en disant ça s'en vient dans un mois, mettons. OK. Excellent. Hey, Marie-André, je pense qu'il va rester avec nous autres parce que Jean-François va nous rejoindre. Merci beaucoup, Marie-André. Donc, on se voit un peu plus tard. Merci, Pierre. Alors, Marc-André, je te laisse avec notre prochain invité qui est Jean-François Arguin. Donc, on se reparle après cette entrevue. Merci. Bonjour Jean-François, ça va bien? Salut, ça va bien, oui. Bien toi? Bon, ben oui, ça va super bien. Ça me fait plaisir de te rencontrer. On va parler justement de femmes et de sciences, mais juste avant, si on regarde vite ton parcours, très rapide, parce qu'on va pouvoir en reparler un peu plus longuement à la fin avec Pierre et Marie-André, mais essentiellement, tu as fait ton bac, ta maîtrise à l'Université de Montréal en physique, c'est bien ça, en mathématiques, le bac et la physique pour le maîtrise, le doc à l'Université de Toronto. Et par la suite, tout ça t'a amené au laboratoire à Berkeley, donc à l'Université Berkeley, qui est au nord d'Oakland, à côté de San Francisco, si je ne m'abuse. Et aussi, tout ça, cette belle aventure-là t'a mené en Suisse au très célèbre CERN, l'accélérateur de particules souterrain qui fait partie pratiquement c'est quasiment un mythe, cette affaire-là. C'est ça, oui, je comprends ce que tu veux dire, en effet, oui. Ouais. Alors, tu as un parcours vraiment intéressant. Et quand on regarde ça, là, j'ai fait un peu de recherche. Là, je vais prendre un papier parce que je suis pas trop, je suis vraiment pas très scientifique. Là. Donc, tu es spécialisé en physique des particules. Ta thèse de doctorat, je crois, c'est la mesure de la marque du quark top. Je sais pas si on veut commencer par là, mais ce que je peux dire qu'on peut faire,
peut-être, je ne sais pas si Pierre va montrer une image tantôt, mais il y a donc le CERN, c'est un grand accélérateur de particules. On voit ici, ça c'est l'expérience Atlas. Puis on voit donc ici exactement, merci Pierre, la carte. Donc c'est un très, très grand accélérateur de particules. En fait, c'est le plus grand projet scientifique jamais fait. Il y a plusieurs personnes. Donc moi, je fais partie de l'expérience Atlas. Puis donc le Canada a décidé qu'on allait faire partie de l'expérience Atlas. Il y a 3000 personnes, 3000 scientifiques d'à peu près toutes les plus grandes universités au Canada. Il y a par exemple 10 universités au Canada qui travaillent là-dessus. On a décidé de travailler donc sur le détecteur Atlas. Puis qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on accélère autour de l'anneau qu'on a vu, on accélère des protons. Donc, nous, on est fait d'atomes. Les atomes sont faits au centre des atomes, il y a des protons. Puis, ils ont une charge positive. On est capable de les accélérer avec un champ électrique. Puis, on les accélère, je pense, c'est 99,999999% de la vitesse de la lumière. Puis, on reproduit en fait les conditions de l'univers juste quelques fractions de secondes après le Big Bang. Donc, c'est vraiment pour comprendre l'univers au niveau le plus fondamental possible qu'on fait cette expérience-là. Puis, on a réussi, donc... vas-y, je vais te laisser... Mais c'est intéressant que tu dis ça, parce que la prochaine question, c'est à quoi ça sert? Ben oui, ça sert, pourquoi est-ce que ça sert à quoi de savoir que la Terre tourne autour du Soleil et pas vice-versa. Éventuellement, ça a servi à quelque chose. On a pu comprendre mieux notre système solaire, puis ça a eu des véritables conséquences. Puis je dirais que les gens qui faisaient la physique que je fais en ce moment, au début du 20e siècle, 1920-1930, ils ont développé la mécanique quantique. Puis ce qui a permis, par exemple, si on parle juste en termes de conséquences concrètes, l'informatique, par exemple, c'est absolument nécessaire de comprendre la mécanique quantique pour avoir... Fait que pour nous, c'est difficile de savoir ça va être quoi les retombées. On a découvert, notre plus grosse découverte, c'était de découvrir le boson de Higgs, qui permet de donner la masse à toutes les autres particules, dont nous, les protons, comme je parlais, les électrons. Qu'est-ce que ça fait, le boson de Higgs? C'est comme une espèce d'étalon comparatif. C'est comme un champ, c'est comme s'il y a partout dans l'univers, il y a un champ d'énergie, si on veut. Puis, c'est l'interaction des particules avec ce champ-là qui fait que les particules ont des masses. Puis nous, qu'est-ce qu'on a fait au Grand Collisionneur de Hadron, c'est que d'une certaine façon, on a excité ce champ-là pour reproduire une particule elle-même qu'on a déjà appelée la particule de Dieu. Je ne sais pas si c'est exagéré, mais pour donner une idée, c'est une particule qui est vraiment spéciale, puis qu'on a découvert au LHC, au Grand Collisionneur de Hadron, puis ce qui a mené au prix Nobel de physique l'année d'après. Donc, ça a été vraiment considéré comme une grande découverte. Mais qu'est-ce que ça va faire plus tard? J'ai une amie qui s'appelle Pauline Gagnon, qui a écrit un livre de grand public qui est connu au Québec, qui s'appelle « Qu'est-ce que ça mange en hiver, le boson de Higgs ». Justement, un peu pour revenir sur ta question, qu'est-ce que ça mange, qu'est-ce que ça va donner plus tard comme conséquence ou comme technologie, c'est pas clair, mais peut-être que dans 100 ou 200 ans, ça va donner quelque chose. Mais pour le moment, c'est vraiment juste pour comprendre la nature au niveau fondamental ou moins fondamental. Juste comprendre l'univers dans lequel on vit. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que malgré un champ d'expertise très, très, très pointu, parce qu'on s'entend que c'est de la physique, vous parlez de physique quantique, de physique des particules et tout ça, mais il y a un intérêt, puis c'est là que je me demande d'où vient cet intérêt-là pour la place des femmes en sciences, parce que là, vous sortez un peu de votre champ d'expertise pour mener quelque chose, on va en parler un peu plus tard, mais d'où vient cet intérêt-là? J'ai un petit côté sciences humaines comme toi, je pense, que tu disais tantôt, Marc-André, malgré mon côté science pure. Puis une chose qui m'a frappé, c'est que je voyais qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de femmes en physique, comme on en parlait, comme Marie-André aussi en parlait tantôt, je ne savais pas, qui a fait des cours de physique elle-même. Puis moi, je voyais que, au jour le jour, c'est clair que les femmes étaient aussi bonnes que les gars. J'ai eu la chance, de mes propres mentors à moi, ça a été beaucoup des femmes, comme Beata Heinemann ou Marjorie Shapiro à Berkeley. Puis j'ai même eu la chance de travailler avec la directrice du CERN actuel, Fabiola Gianotti. Puis c'est ça, puis des femmes plus intelligentes que moi. Fait que là, je me demandais pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu de femmes en physique si clairement elles sont aussi bonnes que les hommes. Puis finalement, donc je suis arrivé à l'Université de Montréal. Il y a un comité de diversité qui a été formé. Puis donc, je me suis joint à ça justement parce que j'étais un peu curieux. Puis là, on faisait un peu des lectures. Puis là, j'ai compris, j'ai fait une lecture, j'ai compris la solution un peu, pas nécessairement la solution à tout, mais j'ai eu un flash que
La raison, apparemment, serait que les femmes, les jeunes filles, ont moins ce qu'on appelle l'identité scientifique que les garçons. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, puis on voit ici notre site Parité Science, qui est justement là, à propos de qu'est-ce que je vais parler, là. Qu'est-ce que c'est l'identité scientifique? C'est un peu ce que Marie-André disait tantôt, tu sais, qu'il manque de mentors, il manque de modèles, plutôt de modèles, dans le sens que, tu sais, quand on voit, tu sais, Big Bang Theory, par exemple, tu sais, qui est l'émission de télévision la plus connue, tu sais, grand public qui parle de science, les protagonistes principaux, tu sais, c'est des gars, tu sais, c'est 4 gars. Une autre, puis nous, Parité Science, en fait, on ne s'intéresse pas juste à la physique, mais aussi aux mathématiques puis à l'informatique qui ont le même problème. À peu près 15-20%, un peu plus en maths, mais physique, info, c'est à peu près 15-20% de femmes en sciences. Puis c'est ça. Puis donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que les femmes, étant donné que, tu sais, ils regardent la TV, puis moi-même, j'ai une petite fille, tu sais, je lis des histoires, puis elle écoute, c'est sur Netflix, des émissions pour enfants. Typiquement, quand il y a un personnage scientifique dans une émission pour enfants, ça va être un garçon, d'habitude. Puis quand il y a une petite explication scientifique, tu sais, à faire dans un livre, par exemple, que je me souviens, ça va être le papa, tu sais, qui va faire l'explication scientifique. Puis donc, ça serait ça, la raison. Ça serait que, tu sais, à cause de tout l'environnement dans lequel les jeunes vivent, il y a toujours un petit biais que l'image d'un scientifique, d'un informaticien, qu'est-ce qu'il voit? C'est que c'est un garçon, un homme, puis blanc aussi, là, typiquement, quelqu'un qui me ressemble, en fait. Puis donc, c'est ça. Donc, ça serait ça. Donc, le problème, il y a d'autres problèmes, tu sais, que le fait que, par exemple, comme Marie-André disait, tu sais, pour devenir des leaders, c'est plus facile pour un homme parce que, par exemple, les femmes ont tendance à avoir, on le sait, là, avec le COVID, ont plus de tâches à la maison. En moyenne, ça ne devrait pas être comme ça, mais c'est un peu comme ça. Mais donc, il y a d'autres problèmes, mais si on est capable, tu sais, pour améliorer pour l'intérêt des femmes pour les sciences, si on est capable d'augmenter leur identité scientifique, donc de leur faire réaliser que, premièrement, ils sont aussi bonnes que les gars, c'est pas juste mon expérience personnelle, c'est prouvé scientifiquement. Puis voilà, puis que plein c'est un excellent travail, il y a plein de retombées, d'excellents débouchés d'emploi qu'elles peuvent avoir. Donc, on va pouvoir les convaincre. Mais qu'est-ce qu'elles apportent de plus, les femmes, en sciences? Qu'est-ce qu'elles peuvent apporter, je devrais dire, de différent, là? Si moi, je suis un étudiant, admettons, là, ou un chercheur, puis j'ai devant moi Jean-François Arguin et un autre chercheur en sciences, en physique qui est devant moi. Qu'est-ce que la chercheuse va m'apporter de différent de ce que toi, tu pourrais m'apporter? Oui. Pour la physique, pour certains domaines, c'est comme la médecine, c'est démontré qu'il y a plus de maladies d'hommes qui ont été étudiées parce que beaucoup des chercheurs étaient des hommes. C'est pour certains domaines scientifiques, ça a vraiment un impact direct. Pour la physique, c'est moins clair parce que c'est très logique, aride, entre guillemets, peu relié à l'expérience humaine, là. Donc, à ce niveau-là, c'est moins clair. Pour moi, la motivation numéro 1 de mon projet, là, Parité Science, c'est premièrement une justice sociale parce que, comme je disais, les emplois sont excellents. La plupart de mes gradués, en fait, moi, qu'est-ce que je fais? C'est que dans ma recherche au jour le jour, là, c'est que quand on fait les collisions de protons ensemble et qu'on recrée les conditions de l'univers, on utilise de l'intelligence artificielle pour comprendre le mieux possible qu'est-ce qui se passe. Fait que mes gradués, en fait, typiquement, il n'y a pas énormément d'emplois en physique fondamentale, là. Fait que, donc, ils vont typiquement travailler pour, par exemple, Shopify ou pour Hydro-Québec ou pour la Banque nationale ou pour des compagnies, beaucoup en intelligence artificielle. Puis avec, tu sais, comme on le sait, c'est partout l'intelligence artificielle, puis ça va juste augmenter. Ça va être de plus en plus commun dans nos vies. Ces emplois-là sont excellents, ils font des meilleurs salaires que moi, mes gradués. Puis donc c'est ça, donc c'est des excellents emplois. Ça devrait pas être juste réservé pour les hommes blancs. Tu sais, ça devrait aussi les femmes, comme un peu Marie-André disait, il devrait y avoir autant de femmes dans ces postes-là, qui vont être très bien payées, très. Puis la deuxième raison, c'est juste le choix de carrière. Juste il y a une fille dans notre projet, Marie-Lou Fournier-Tondreau, qui vient de l'Apocatière, puis qu'elle-même, le stéréotype, c'est que les femmes comme ça qui sont qui ont une certaine facilité avec les maths, la logique, etc., vont quand même aller en sciences de la santé parce que c'est quand même utile d'avoir des bonnes notes dans ces domaines-là. Puis il y en a une qui est allée, une fille que je connais bien, qui est allée en pharmacie, qui a fait ses emplois, qui s'est rendue jusqu'à 30 ans pour se rendre compte qu'elle n'était pas heureuse.
puis qu'elle est retournée, elle a eu le courage de retourner aux études en physique, puis elle fait des A+, là. Elle a d'excellentes notes en physique. Puis, elle aurait pu s'épargner un 10 ans là, de fausses pistes, si on veut, en pharmacie, puis plutôt prendre directement le choix qui était finalement le bon pour elle. La physique, c'est aussi pour que les gens aient un libre choix de carrière qui est libéré des biens conscients là, de la société, finalement. On vient d'avoir une question à propos là, de comment on peut briser le stéréotype. Mais avant de répondre à cette question-là, Jean-François, je vais juste lire une phrase qui est sur sur votre site là, de la parité en sciences. Ça dit la parité sciences, pardon. La société alimente la perception que les sciences sont des domaines masculins. Donc, avant de parler de briser le stéréotype, pourquoi c'est la société qui alimente cette perception-là? Puis après ça, comment on peut briser ce stéréotype-là? Oui, mais c'est un peu ce que je disais tantôt, tu sais, qu'on le voit. Un autre exemple que j'ai, il y avait les émissions de télévision, par exemple, les livres pour enfants, c'est comme un peu dans l'air tout ça. Puis un autre exemple qui est vraiment choquant, là, je dirais, c'est que c'est démontré, il y a eu des études en sciences humaines, ils mettent des caméras dans les musées, puis ils regardent, puis ils envoient les parents avec leurs enfants visiter un musée de sciences, disons. Mm-hmm. Puis là, c'est démontré que les parents passent plus de temps à expliquer, à parler durant le musée des sciences avec leurs garçons qu'avec leurs filles. Puis que c'est pas juste un biais, c'est pas juste les papas qui font ça, là, c'est les mamans aussi qui vont faire ça. Donc voilà. Donc c'est pour ça, c'est un peu imprimé. Oui, effectivement, c'est choquant. C'est frappant comme expérience. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, le numéro 1, idéalement, ça serait les personnes qui ont la plus grande influence sur l'identité scientifique des jeunes garçons, des jeunes filles, c'est les parents. Mais bon, là, il faudrait changer la société au complet. Au complet, c'est compliqué si on veut changer les parents. Le numéro 2, c'est les professeurs. Donc, les enseignants secondaires, cégep et primaires aussi, évidemment. Ce sont eux qui ont le numéro 2, la plus grosse influence sur l'identité scientifique. Donc, nous, en fait, Parité Sciences, le projet, c'est de former les professeurs. On commence par le cégep parce que c'est là qui est le plus proche de l'université. Notre but ultime, c'est d'augmenter les inscriptions universitaires dans les domaines, donc physique, maths, info, c'est 2 domaines typiquement masculins. Puis, c'est démontré qu'une fois qu'ils sont rentrés au bac, ils réussissent aussi bien que les hommes. En fait, à l'Université de Montréal, en physique, le taux de diplomation est un petit peu plus élevé pour les femmes que pour les hommes. Fait qu'il faut les rendre là. Puis, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on forme les professeurs à introduire des stratégies pédagogiques qui sont démontrées pour augmenter l'identité scientifique des jeunes filles. Puis, c'est des exemples, donc, comme par exemple, le numéro 1, je pense que lui qui fonctionne le plus, c'est que si on voit une fille que ça intéresse, puis qui est douée, qui a une certaine facilité là-dedans, c'est juste de lui dire, as-tu pensé de faire carrière là-dedans? Paraît-il que ça a un énorme impact parce que souvent, un peu comme Marie-André disait tantôt, c'est aussi démontré que les femmes ont un peu moins confiance de façon générale en leur capacité à faire de la science. Puis de se faire dire ça directement, tu pensais là-dedans, tu es vraiment bonne, de faire des encouragements positifs, ça a un énorme impact. C'est simple. C'est comme si ça venait de l'extérieur. Exactement. Puis que là, tu l'internalises, c'est juste des petites choses. Puis on met beaucoup l'emphase là-dessus dans notre formation, vraiment des petites choses à changer, puis que vous pouvez avoir un gros impact. Un autre, c'est juste de parler des débouchés d'emploi, parce que qu'est-ce que ça fait un physicien? Qu'est-ce que ça fait un mathématicien? Un informaticien, on le sait un peu plus, mais physicien, mathématicien, c'est pas clair pantoute. Donc, c'est de parler des débouchés d'emploi, puis aussi, c'est de démontrer que si tu parles de débouchés d'emploi qui aident la société, c'est comme par exemple en physique, ça pourrait être l'énergie solaire ou par exemple la physique médicale. Ça va particulièrement intéresser les filles. Donc ça va augmenter leur identité scientifique. Donc on a 10 stratégies, vous pouvez aller voir sur le site paritéesciences.com, science avec un S. Il y a 10 stratégies comme ça là, donc qu'on propose. 10 stratégies très simples. Notre formation, c'est juste 1 heure. Puis voilà, puis on pense que vous pouvez vraiment avoir une grosse influence sur ce problème-là. Donc, on espère. Ça fait juste quelques semaines qu'on a commencé. Puis, donc, on voulait faire un peu comme Marie-André, on a eu des problèmes de projet. On voulait faire la formation en personne, évidemment. Puis là, on l'a fait par Zoom. Fait que là, on est rendu à
à une centaine de professeurs de formés, une quinzaine de départements là, de mathématiques, informatique, physique à travers le Québec. Puis le but, c'est de tous les faire là, éventuellement. OK. Une question comme ça, parce que les autres questions que j'avais en tête, là, on a parlé un peu de parité science, la mission, puis on a parlé aussi des stéréotypes. Dans, admettons, 20 ans, je ne sais pas quand vous allez prendre votre retraite, quand tu vas prendre ta retraite, là, 20, 25 ans, peu importe, là, est-ce que tu penses crois-tu qu'il va y avoir eu une évolution? Est-ce que, à l'heure actuelle, tu es capable de voir une certaine évolution à ce niveau-là? Puis dans 25 ans, est-ce que tu penses que, parce que je regardais aussi la liste des professeurs à l'Université de Montréal en physique, puis effectivement, c'est une forte domination masculine. Je pense qu'il y en a 3 ou 4, là, des femmes. Ouais. Est-ce que tu penses que quand tu vas prendre ta retraite, il va y avoir une certaine parité? Bon, ben, c'est une excellente question. J'espère vraiment que oui, là, que des projets comme nous vont faire une différence, mais c'est quoi la tendance avec le temps en ce moment? Depuis les années 60, il y a une première vague de féministes et les femmes ont pu sortir de chez eux, ça a augmenté. On voit la courbe, la fraction de femmes en physique, mathématiques, info, ça augmente. Puis à partir des années 2000, plateau, puis même baisse un petit peu. En informatique, ça c'est peurant, là, mais informatique, physique, ça diminue, ça passe de 20% à 18%, 19%, 18%. Donc en fait, en ce moment, si on fait rien, c'est un autre important de motivation pour nous, là, c'est que si on fait rien, ça s'améliore pas, 0. C'est vraiment flat ou ça diminue même un peu. Donc, il faut absolument faire quelque chose. Est-ce que ça va fonctionner? On l'espère. On fait juste commencer, là, on peut pas. C'est vraiment un projet à long terme, ça va prendre des années sur des années là, avant de vraiment véritablement voir un effet. On espère, on ne sait pas. Pour le moment, c'est flat et même diminue un peu. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est que quand on est au plat, ben c'est pas juste que ça peut descendre vers en haut, ça peut stagner pour après ça prendre exactement. Fait qu'il faut le voir du bon côté. Marie-André, tu as sûrement des choses à jaser avec Jean-François? Bonjour. Bonjour. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Quand j'ai entendu que vous aviez travaillé au CERN, j'ai eu plein de belles images. Folle, ma foi, ce serait... Oui, on peut se tutoyer. Ouais. Oui, d'accord. Tu étudies en physique, donc? Oui, j'ai étudié en physique et mathématiques et j'ai enseigné le tout pendant quelques 15 années avant d'arriver à la direction. D'accord. Je reviens toujours à la même question, puis je pense qu'on partage la même question. Comment réaliser qu'elles sont aussi bonnes? Comment réaliser qu'elles peuvent faire le pas? Comment réaliser? Puis tu parlais d'aller influencer les filles dans les cégeps. Moi, mon combat se passe avant ça, au secondaire, parce que déjà, dès la 3e, la 4e secondaire, dans plus que la majorité, dans la totalité des écoles secondaires en 4e, les filles ont un choix à faire. Et c'est ce que je regarde avec mes profs de sciences de tous les temps. En 1e, 2e, 3e secondaire, il faut leur donner le goût. Il faut pas juste le goût, mais leur donner confiance en les sciences. Puis la question est toujours là. Pourquoi les filles n'ont pas confiance? J'aime tes solutions très pratico-pratiques. As-tu pensé à faire carrière? Puis il faudrait qu'on s'unisse pour faire un événement secondaire, collégial, universitaire, absolument. pour voir l'évolution. On voudrait le faire, c'est beaucoup, on commence par le cégep parce qu'il y en a beaucoup moins. C'est juste avant l'université, puis le but, comme je disais, c'est de les rendre à l'université parce qu'après ça, c'est démontré qu'ils sont aussi bonnes ou meilleures. Puis le problème, c'est avant l'université, c'est ça le plus difficile. Fait que là, on commence par le cégep. C'est vrai que c'est probablement un peu tard parce que sont déjà l'identité scientifique est déjà formée à ce moment-là, mais on veut aller après ça au secondaire. Le cégep, il y a peut-être 1000 professeurs, 1000 à 2000 professeurs en physique, maths, info. Au secondaire, tu le sais plus que moi. Il y en a combien, mais il y en a pas mal plus. Oui. Donc, au niveau de la logistique, c'est plus difficile parce que le but, c'est vraiment de couvrir le Québec en entier. Exact. Exact. C'est sûr que les modèles, tu parlais du domaine de la médecine, entre autres, mais dans toute l'intelligence artificielle, la robotique et tout ça, les robots qui appuient, qui aident les humains, des gens handicapés, des opérations à distance, ça, c'est quelque chose qui vient souvent aller chercher
la nature C'est ça. humaniste des femmes aussi, là. Exactement. Exactement. C'est comme une façon de les amener vers ça. Peut-être qu'ils vont choisir d'autres choses. Après, peut-être qu'ils vont prendre la physique des particules ou l'astrophysique en se rendant compte en apprenant sur le domaine. Mais c'est comme un truc, un peu, si on veut, pour probablement les amener dans ce domaine-là. Puis ensuite, on verra bien. Petite question comme ça. Au CERN, avec combien de femmes travaillais-tu? Il y en avait quand même pas mal, mais c'est pas mal partout. Le 20% là, est pas mal universel. C'est étrange, là. C'est dans le monde occidental, qu'on pourrait dire, c'est beaucoup 20%. Quand c'est arrivé, il y a des pays comme l'Iran qui en a beaucoup. Que c'est contre-intuitif, là, mais en Iran, il y a beaucoup de femmes qui font de la physique, en Italie aussi. Puis là, on regardait ça, on va étudier pourquoi est-ce qu'il y a super, ils ont des solutions, eux autres, mais c'est typiquement que c'est des emplois moins prestigieux, malheureusement. Donc c'est 20% partout dans le monde. Puis quand il y en a plus, c'est malheureusement pas pour les bonnes raisons. Je me souviens, à l'Université Laval où j'ai étudié, il y avait un accélérateur de particules qui était quand même intéressant, là, qui a été un top là, pour le Canada pendant un temps. Puis même nos profs en physique nous en parlaient pas. Ils attiraient pas notre attention là-dessus. On a des belles ressources qu'on peut aller chercher aussi facilement tout près de nous. Oui, bien on espère, c'est ça. Tu ne sens pas avoir une excellente à ce niveau-là, disons, là, expérience universitaire, mais à l'Université de Montréal, on fait, je sais pas, peut-être l'Université Laval aussi, que c'est rendu super, là, mais on fait beaucoup d'efforts, là. Il y a beaucoup, depuis qu'on a un comité de diversité qui a vraiment une influence, sur la direction du département. Donc, on espère, que les femmes de nos jours, là, ont une meilleure expérience en tout cas, ont une bonne expérience, ouais. Tout à fait. J'espère. Moi, ça fait longtemps quand même là, que j'ai quitté l'université, mais j'espère que nos voix pourront retentir un petit peu plus haut puis qu'il y aura peut-être un mouvement encore plus grand qui pourra naître. Il y a Marie-Claude Dion qui est en feu ce soir là, sur le chat. Là, parce que elle dit qu'elle tombe en bas de sa chaise parce qu'elle pensait, elle, que Julie Payette avait ouvert les portes. Puis pour changer de mentalité, là, clairement, à la NASA, elle a ouvert des portes, mais à la gouverneure générale, elle a peut-être fermé le coup. Oui, c'est ça. Non, mais si on regarde, si on enlève ça de cette partie de sa vie à elle, elle a quand même travaillé beaucoup au Centre des sciences, Julie Payette. Elle a donné un coup de main quand même. Pour les femmes en sciences, tu peux dire spécifiquement? Oui. Ben, écoute, probablement en tant que modèle, parce que c'est ça, comme Marie-André disait, plus il y a des modèles, plus ça devient. Ce que je pense, c'est que il faudrait que ça devienne normalisé, que quand il y a une femme qui est scientifique, c'est comme. Ben oui, là, c'est normal, c'est pas comme ah oui, il y a une femme scientifique dans une émission de TV, il y a sûrement une raison derrière, ou il y a sûrement ça va faire partie de l'histoire, là, pourquoi qu'il y a une femme scientifique. Il faudrait que ça devienne normalisé, de plus en plus normal. Fait que plus il y a de modèles, plus ça devient normal. Moins ça devient étrange, plus ça devient facile pour les filles qui écoutent la télévision, qui lisent des livres, de pouvoir s'identifier vers ça. Est-ce que, Jean-François, est-ce qu'au primaire, les profs peuvent faire quelque chose déjà? C'est une bonne question. On ne s'est pas encore penché là-dessus. Ben, ça serait de donner un environnement qui est ouvert, justement, pas avoir de faire de mauvais commentaires ou des choses un peu vieux jeu. On laisserait supposer que les femmes sont moins bonnes en sciences ou de ce genre de choses-là. Avoir un environnement qui est accueillant pour tout le monde. Puis aussi, s'il y en a une il y a des cours de robot, hein, n'est-ce pas? Oui, la robotique. Tu as fait ça, par exemple, la robotique. D'encourager les femmes là-dedans. Puis quand elles sont rendues là-dedans, leur faire des encouragements positifs. As-tu déjà pensé à faire ça? Donc, ce genre de choses-là, c'est sûr que ça a un impact vraiment direct, là. Mais je vais revenir encore avec Marie-Claude Dion, qui a quand même une bonne question. C'est-tu des stéréotypes ou un manque d'intérêt des femmes pour la physique? Ils sont peut-être intéressés par d'autres métiers. Est-ce que la sous-question, là, c'est qu'on pousse-tu le bouchon pour que les femmes s'en aillent là-dedans, mais finalement, ils n'ont pas d'intérêt là-dedans, puis on pousse pour rien? C'est une bonne question. Donc, moi, mon expérience, c'est que, est-ce que
Je sais, est-ce qu'on va un jour atteindre le 50% parce qu'il y a toujours un peu de différence entre les hommes et les femmes, peut-être, là. Peut-être que c'est vrai, ça, je ne sais pas. Mais c'est sûr qu'il pourrait en avoir plus que maintenant. Par les témoignages que je donne, tu sais, que Marie-Lou, par exemple, qui était allée en pharmacie parce que la société disait d'aller en santé, puis que finalement, clairement, c'était pas pour elle, puis là, qu'elle pète des scores incroyables en physique, c'est clairement sa voix. Il faudrait qu'il y en ait de moins en moins des exemples comme ça. Puis aussi beaucoup parce que, tu sais, les compagnies comme Amazon, Google, Apple, c'est tous des gars, là. Ben, pas tous, là, mais tu sais, à cause que c'est beaucoup des informaticiens, puis à peu près 15% de femmes, 12% dépendamment là, des domaines en informatique. Ces compagnies-là, c'est elles qui ont la plus grosse valeur marchande au monde, n'est-ce pas? Donc, ils ont énormément de pouvoir, de plus en plus de pouvoir probablement. Ça va être qui va être à la tête de ces compagnies-là? Ça va être toujours des hommes blancs si ça se continue, si ça va dans la même direction. Donc voilà. Donc, c'est pour ça, c'est pour des raisons comme ça que ça devient vraiment important de changer les choses. Pierre, oui, si tu me permets, là, j'aimerais répondre à ta question en faisant un lien avec une autre question de Marie-Claude tantôt. Elle disait, est-ce qu'on va recruter les femmes pour ce qu'elles ont de différent dans ce domaine-là? Puis, je pense que c'est... Exact, la voilà la question. Je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi. Les femmes ne voient pas nécessairement ce qu'elles peuvent apporter de particulier. Elles voient ce que les hommes y apportent puis ne sentent pas nécessairement leur place. Ouais. Puis je veux pas tomber dans le stéréotype puis dans les neuromythes que les filles sont comme ça puis les gars sont comme ça, mais il y a quand même des recherches qui démontrent des tendances chez les filles par rapport aux garçons. Puis c'est là l'idée de modèle, de voir qu'une femme va faire sa place de cette façon-là dans le domaine, comme Farah Alibé là, qui pilote le robot sur Mars. Mais elle n'a pas nécessairement le même discours qu'un homme aurait. Puis quand je vois, moi, les jeunes filles, les jeunes garçons qui font de la robotique au primaire, parce que dans mon école, il y a du primaire jusqu'au secondaire et plus, les jeunes filles, quand elles ont du plaisir, puis qu'elles voient que, oh, c'est chouette, je peux résoudre des problèmes concrets, environnementaux, là, je ne savais pas que je pouvais apporter ça. Puis c'est là qu'on a notre rôle à jouer, selon moi. Oui, exactement, oui. Puis si je peux donner un autre exemple, en intelligence artificielle qui va prendre de plus en plus de place dans la société, il y a beaucoup de biais parce que justement les développeurs sont beaucoup des hommes blancs. Puis vous avez peut-être entendu parler, que en ce moment, il y a des réseaux des réseaux de neurones à convolution qu'on appelle qui reconnaissent des images. C'est quand on ouvre notre iPhone qui nous reconnaît, c'est un réseau de neurones qu'on appelle à convolution. Puis ces réseaux de neurones-là, qui classifient les images, ont beaucoup de facilité à reconnaître les hommes blancs, puis beaucoup de difficultés à reconnaître d'autres choses que des hommes blancs. Puis il y a des histoires horribles, vraiment dégueulasses, là, comme il y avait quelqu'un qui se faisait automatiquement classifier ses photos dans des folders, dans des répertoires. Puis il y avait un répertoire, puis il avait demandé, on classifie mes photos, classifie ses photos. Il y avait un répertoire gorille, et double-clic, c'est son ami noir qui était là, qui était reconnu comme un... Non, tu me niaises. Qui avait été classifié comme gorille. Pourquoi? Parce que l'algorithme était pourri il était juste bon pour reconnaître vraiment des hommes blancs, puis il était pourri pour les autres. Fait que ça, c'est une autre raison. C'est quoi la part? La question était pourquoi? Quelle est la part des autres? C'est pas juste les femmes aussi, c'est d'autres minorités, là. Les femmes vont certainement apporter un peu plus de sensibilité et d'humanisme à des... C'est ça aussi. Aussi, je pense que oui. Donc, c'est ça. Des histoires horribles comme ça qu'on veut éviter. Hey, c'est pas mal la fin maintenant. Le Jean-François, faut que je te le dise, j'ai parlé avec ta mère aujourd'hui parce que t'es mon cousin en passant. Puis, mais oui, c'est le secret sorti. C'est comme ma tante. Puis on a pour parler de nos vacances d'été, tu comprends? Mais elle m'a souligné quelque chose d'important, Jean-François. Tu t'enlignes, je pense, sur les traces de ton père parce qu'elle m'a dit que ton père a été un des fondateurs du collège du Cégep de Jonquière. Et il y avait le collège classique à l'époque qui était réservé aux hommes, mais il a ouvert ça aux femmes, lui. Oui, exactement. L'espèce de mon oncle qui a fait ça, lui. Oui, c'est ça c'était le premier, je pense, le premier collège classique au Québec qui a inclure des femmes. Puis c'est ça, il a fallu qu'il demande, c'était des prêtres, il a fallu qu'il demande à un prêtre, parce que c'était le clergé qui était à la tête de tout ça. Puis ils ont accepté.
Puis, il était pas sûr, là, paraît-il. Je me souviens pas de son nom, mais la personne qui était en charge. Mais ça a fonctionné finalement, puis il a réussi à faire passer ça. Ouais. Alors, je souligne en fait là, merci, c'est une bonne idée. Tu es en train de continuer en fait ce que ton père avait commencé à l'époque. Bravo Jean-François, merci encore pour ta présence ce soir. En fait, merci à tout le monde. Laure qui fait des bracelets merveilleux. Marie-André avec ton projet modèle. Lâche pas. Et puis, écoute, si tu as d'autres projets comme ça, là, invitez-vous. J'ai envie de vous donner une carte chouchou. On ne peut pas appeler ça de même. Oui, c'est ça. Il doit y avoir un trending là-dessus, mais on a sûrement une carte, quelque chose là, qu'on pourra vous donner. Là. Alors, merci beaucoup. Dernier mot, Marc-André? Non, tu as tout dit. Moi aussi, je vous remercie. Je trouve ça intéressant. Puis, moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut approfondir. Puis je vous invite tous les deux à garder le contact. Peut-être parce que moi j'écoutais ça, puis je me disais, wow, beau sujet de thèse de doctorat ou beau sujet de livre. Écoutez, puis au primaire, les enseignants, c'est généralistes, hein, donc c'est pas des scientifiques comme par exemple au secondaire où c'est des spécialistes. Fait qu'il y a du travail aussi à faire là, avec les enseignants du primaire. Fait que tout ça, là, science, éducation, en tout cas, je trouve que puis les femmes, évidemment, je trouve qu'il y a un beau mix là-dedans. Alors, bravo. Merci beaucoup, Jean-François. Merci beaucoup. Puis, on s'en reparle bientôt. À plus tard. Bye-bye. Bye. Marie-André, à la prochaine. Lâche pas toi non plus. Puis, écoute, dès que tu as des nouvelles, moi, j'ai aimé j'ai fait j'aime à ton modèle au féminin. Puis, on se tient au courant. Merci, Pierre. Merci, bye. Hey, Marc-André, est-ce qu'on parle de notre invité inspiration du 11 avril? Parce que là, la prochaine émission, c'est le 11 avril. Qui allons-nous recevoir le 11 avril? On ne le connaît pas beaucoup, là. Boucard quelque chose. Boucard Diouf. Oui, je pense que c'est ça. Alors, Boucard a accepté notre invitation, donc il va venir parler de leadership avec nous. Et puis, on aura 2 autres invités pour l'accompagner. Encore une fois, Marc-André, merci beaucoup pour cette émission toujours aussi intéressante. Merci à toi. C'est toujours effectivement agréable. On se revoit dans 2 semaines, mon Pierre. On se revoit dans 2 semaines. À la prochaine. Salut.